Bonjour à tous, rebonjour à tous, bienvenue à ceux que je n'ai pas encore salués. On va commencer, ça va faire arriver les retardataires. Je me présente, je m'appelle Rebecca Zantir, je suis en charge de la communication et du marketing pour l'équipe de Microsafe Consulting, Afrique de l'Ouest et centrale. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de laisser la parole à ma collègue Elisabeth, juste quelques points. Aujourd'hui, on a un panel assez riche car on se balade un petit peu entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, la RDC et le Cameroun. Comme je le disais en introduction, il s'avère qu'il y a quelques petits soucis techniques d'Internet, notamment au Cameroun. Donc, une de nos panélistes, Virginie Pouna, n'a pas encore réussi à se connecter. On espère la recevoir parmi nous bientôt. En attendant, juste vous dire concernant le flow, je vais laisser la parole à Elisabeth. Elle va faire une petite introduction du contexte de MSC et d'elle-même, ensuite introduire nos panélistes et va s'en suivre la conversation avec à la fin, après 1h15 de conversation, une quinzaine, vingtaine de minutes dédiées aux questions et réponses. Donc, je vous invite tous, tout au long de la session, à rentrer vos questions auxquelles nos panélistes répondront à la fin de leur présentation. Écoutez, je vous souhaite une très bonne session et à tout à l'heure. Elisabeth, à toi la parole. Merci beaucoup, Rebecca. Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous m'entendez tous très bien. Alors, l'inclusion financière est importante pour la lutte contre la pauvreté. Il n'est pas un secret, toutefois, que les femmes sont souvent très négligées dans l'industrie financière, bien qu'elles représentent plus de la moitié de la population. En Afrique subsaharienne, surtout, seulement 49% des femmes ont accès à un compte bancaire. Il y a des progrès, c'est vrai, mais les femmes restent confrontées à plusieurs types d'obstacles, malgré que leur inclusion financière ait un impact sur leur autonomisation et le développement de leur vie. Un égard important est notable entre les genres. On est passé entre 2011 et 2021 de 5% à 12% d'écart entre les hommes et les femmes possédant un compte, d'après les données de Global Findex. Parmi les femmes qui peuvent avoir un compte ou accès à une institution financière ou à un compte de mobile money, seuls 21% peuvent épargner et encore moins 13% seulement ont accès à un crédit. Les recherches ont cependant montré que les femmes qui sont incluses financièrement sont plus autonomes et ont un impact significatif dans l'économie et dans leur société. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là pour échanger et discuter ensemble de comment et pourquoi est-ce qu'on devrait pouvoir développer des services financiers pour les femmes, pour favoriser leur inclusion financière. Pour modérer ce débat, j'ai le plaisir de me présenter. Je suis Elisabeth Kibitek, partenaire associée à Microsafe Consulting. Microsafe Consulting est un cabinet de recherche spécialisé dans tout ce qui est inclusion financière, économique et sociale. Ses principales zones d'action sont dans les pays en voie de développement, notamment en Asie et en Afrique. En Afrique, nous avons 2 bureaux, un situé à Nairobi au Kenya et un autre à Dakar au Sénégal. Notre expertise se déploie à travers l'assistance technique aux institutions, la recherche qualitative ou quantitative et la formation, notamment à travers notre institut de formation, l'Institut ELIX. Depuis 25 ans, nous avons géré plus de 850 projets, tous relatifs au développement de services financiers et au développement de l'inclusion financière, et avons servi plus de 300 personnes. Avec moi, nous avons un panel avec des profils différents venant de différents coins de l'Afrique, mais très variés et très riches. Je vais commencer par vous présenter Cherifatou Agoumou, qui est une spécialiste en gestion de projets et d'innovation dans les domaines du développement et de l'humanitaire. Elle est ingénieure de formation et son expertise étant en divers domaines, dont l'éducation numérique, les énergies renouvelables ou encore l'autonomisation des femmes. Elle a aussi une solide expérience de partenariat avec des entreprises sociales, des incubateurs, des gouvernements, etc. Cherifatou est vice-présidente de l'association FinTech du Niger et est responsable de l'autonomisation des femmes et de l'inclusion financière à l'Africa FinTech Forum.
Elle occupe actuellement le poste de conseillère régionale en innovation et technologie pour l'Afrique de l'Ouest au sein de CARE USA. Bienvenue, Cherifatou. Ensuite, nous avons Pacifique Dagano, qui a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des institutions de microfinance et dans la gestion de projets de développement en RDC. Il a une grande expertise en éducation financière et en développement stratégique. Il est consultant, formateur et investisseur. Il a notamment travaillé avec le réseau Mecrico et la coopération allemande GIZ en RDC. Depuis 2018, il est le directeur général de la société de microcrédit congolais SMICO SA en RDC, qui fait partie du top 3 des institutions de microfinance dans le pays et est leader à l'est du pays. Bienvenue, Pacifique. Puis nous avons Cherita de Souza Kofi, qui est consultante, experte en études de marché et en stratégie marketing. Elle aussi a plus de 20 ans d'expérience dans son domaine, notamment dans l'accompagnement de multinationales et de PME. Elle a développé une expertise dans la compréhension des tendances du marché, dans l'identification des opportunités et des menaces des institutions, ainsi que dans la mise en place des plans d'action pour aider les institutions à optimiser leurs résultats. Cherita est la fondatrice et la gérante de Insight Plus, une PME basée en Côte d'Ivoire. Bienvenue, Cherita. Alors, nous devions avoir Virginie avec nous. Nous espérons que nous l'aurons tout à l'heure. Si elle est là, je ne sais pas si elle est là, mais je vais la présenter si elle nous rejoint. Elisabeth, je crois qu'elle vient d'arriver. OK. Donc, Virginie Pouna, elle est actuelle de formation et elle a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur financier, elle aussi, notamment en France, au Cameroun, avec plus de 10 ans d'expérience dans les services d'assurance. Elle est spécialiste en développement des services d'assurance, notamment de la microassurance, santé, vie, accident, incendie, agriculture. Elle a pour mission personnelle de développer ses services d'assurance qui ont un impact en Afrique dans le but de contribuer à la réduction de la pauvreté. Virginie Pouna est directrice générale et cofondatrice de COVA, dont la mission est de rendre les services d'assurance moins difficiles à distribuer, à acquérir et que ce soit plus aisé à bénéficier en Afrique. Voilà établi, chère audience, le panel pour discuter de pourquoi et comment personnaliser les services financiers pour les femmes. Bienvenue, chers panélistes. Avant de rentrer dans les questions, une fois de plus, chère audience, bienvenue et merci d'être parmi nous. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure de la conversation. Nous aurons une séance à la fin des discussions pour pouvoir y répondre. Pour commencer, Cherifatou, est-ce que vous pourriez nous dire qui est CARE et quelles actions spécifiques en faveur des femmes sont développées au sein des CARE, notamment dans la zone Afrique de l'Ouest? Bonjour, chère Elisabeth. Bonjour aux co-panélistes et à l'audience. Tout d'abord, j'aimerais te représenter, te remercier personnellement et remercier également Microsoft Consulting pour avoir organisé ce webinaire qui va nous permettre de mettre en lumière les besoins spécifiques des femmes en termes de services financiers, mais aussi les bonnes pratiques pour pouvoir développer ces services. Pour en revenir à la question, Elisabeth, CARE est une ONG internationale qui intervient à la fois dans le domaine du développement et de l'aide humanitaire et dont la mission est de sauver des vies, vaincre la pauvreté et parvenir à la justice sociale, notamment en termes d'égalité et des genres. Nous avons comme objectif ambitieux de pouvoir toucher et aider 200 millions de personnes dans ce sens à l'horizon 2030, excuse-moi, 2030 à l'horizon 2030. Et il est quand même important de souligner que nous avons un focus qui est très important sur les femmes et les filles. Donc, elles sont vraiment au cœur de toutes les interventions que nous menons. Voilà de manière brève pour la présentation de CARE. Donc, mais merci beaucoup, chérie Fatou, pour cette introduction. Alors, vous avez un focus sur les femmes et les filles. D'après vous et d'après votre expérience, quelles sont les principales raisons qui devraient
être développées ou qui devraient mener la réflexion pour le développement de produits ou de services financiers spécifiquement pour les femmes? Qu'est-ce que vous avez constaté? D'accord. Tout premièrement, qui me vient à l'esprit, c'est un slogan que nous avons à cœur et je pense qu'il est répandu partout, c'est de dire que les droits des femmes sont tout simplement des droits humains, c'est-à-dire qu'elles doivent d'abord jouir de toutes les opportunités qui sont offertes aux hommes au même titre. Donc, l'une des premières choses à souligner, c'est que les femmes occupent, comme tu l'avais souligné en introduction, une majeure partie représente une majeure partie de la population, plus de la moitié de la population. Et on ne pourrait envisager une croissance économique sans en tenir compte justement de l'autonomisation économique de ces femmes. D'abord, c'est pour ça, pour pouvoir stimuler cette croissance, nous avons besoin d'autonomiser économiquement les femmes et pour aller à l'autonomisation économique des femmes, nous avons besoin de les inclure financièrement. Ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que les besoins des femmes en matière justement de services financiers diffèrent de ceux des hommes, notamment en termes d'épargne, en termes de crédit, en termes, par exemple, d'assurance. Donc, œuvrer à fournir justement ces services financiers qui soient adaptés à leurs besoins, qui soient adaptés à leur contexte, à leur réalité, va leur permettre d'atteindre une certaine autonomie financière. Et en atteignant cette autonomie financière, c'est quelque chose qui va conduire à l'épanouissement de leur famille et au-delà de toute la communauté. Ce n'est pas moi qui le dis, je pense que c'est les données. Les organisations comme CARE et d'autres organisations ont eu à mener plusieurs projets dans le cadre de l'autonomisation économique des femmes et on s'est rendu compte qu'une fois que la femme a de l'argent, ses priorités, c'est autour du bien-être de sa famille, c'est payer la scolarité des enfants, c'est payer la nourriture, c'est les habiller, c'est aider sa communauté. Donc, pour toutes ces raisons, il est plus qu'important, Elisabeth, de pouvoir développer des services financiers qui soient adaptés aux besoins des femmes. Merci, Chérifatou. Alors, je vais me tourner vers Pacifique. Pacifique, vous travaillez pour SMICO, donc vous êtes le directeur général. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui est SMICO et quelle est son offre de service? Merci beaucoup, Elisabeth. Et bonjour à toutes les dames. Je crois que j'ai l'honneur d'être le seul homme genré dans ce panel et c'est vraiment un plaisir. Alors, on m'a parlé des SMICO. SMICO, c'est une institution de microfinance qui opère en RDC et qui est agréée par la Banque centrale du Congo. Prioritairement, c'est pour faire les opérations de collecte de l'épargne et de la redistribution de crédit. Donc, c'est une belle aventure qui débute en 2009 avec un actionnariat belgo-congolais qui majoritairement sont des anciens banquiers. Aujourd'hui, SMICO, au bout de 14 ans, emploie 136 personnes, dont 32% de femmes, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. SMICO couvre cette province du pays et SMICO parvient à servir plus de 72 000 clients, dont 32% qui sont des clients femmes. SMICO, c'est une petite entreprise transparente. Elle a reçu l'année passée le prix de la transparence de Men Africa. Elle a fait une notation internationale où elle a eu BB+. Et c'est une des rares institutions de microfinance qui publie régulièrement ses rapports sur son site www.spico.net. Également, pour terminer, parce qu'après, Spico, c'est toute une vie. C'est une jeune entreprise qui a développé plusieurs solutions digitales pour essayer de se rapprocher de plus de clients et qui aujourd'hui a essayé de bouger le barrière du secteur financier. Voilà, donc on est là parce qu'on a une sensibilité au genre
Et parce que tout simplement, depuis une année et demie, nous avons lancé un produit qui s'appelle Rien sans la femme, parce qu'on voulait également servir la femme d'une manière assez spécifique par rapport aux hommes. Voilà, Elisabeth, ce que je peux dire sur ce micro assez rapidement. D'accord, merci. Nous allons d'ailleurs revenir sur ce programme de Rien à la femme, mais bien avant, nous allons essayer de comprendre. Vous avez dit dans votre portefeuille, vous avez 32% de femmes. Alors, est-ce que vous avez remarqué des différences structurelles dans les besoins des femmes, des besoins financiers et non financiers des femmes par rapport aux hommes? Quelles sont ces différences-là et qu'est-ce qui pourrait les expliquer? Je pense de façon observée, lorsqu'on regarde l'ensemble du portefeuille qui a été développé sur cette expérience, premièrement, on se rend compte d'abord que le crédit moyen dédié aux femmes, il est faible, il est autour de 10 à 15 000 dollars, ce qui est très différent déjà par rapport aux hommes. Mais tout répare dans le fait que, à partir de notre observation et des discussions d'accompagnement de clients, on a pu comprendre que les femmes sont très sincères dans leurs déclarations lors de l'analyse des dossiers de crédit. Je crois qu'elles utilisent une approche prudente dans la gestion des risques. Alors que les hommes, comme on le sait, c'est des preneurs de risques. Donc, dans les déclarations, il faut faire beaucoup un certain nombre de croisements d'informations pour arriver à dégager effectivement ce qui est la réalité. Et ça, on sait le voir également du point de vue structurel sur le fait que le crédit que nous avons pu octroyer aux femmes aujourd'hui est à un taux de défaut de 0,5%. Ça veut dire que 99,5% de crédits que nous avons donnés aux femmes rentrent normalement, ce qui n'est pas le cas avec les hommes où on est autour de 3,1% sur les crédits donnés aux hommes. Et ça, c'est très important en termes d'observation du point de vue structurel. On constate également que moi, c'est vraiment quelque chose que je puis remarquer, ce que lorsque vous financez une femme, vous avez 90% de chances qu'elle puisse faire exactement ce pourquoi elle a sollicité le fonds. Ce qui n'est pas différent, ce qui n'est pas la même chose avec les hommes qui, très souvent, font du détournement de l'objet du crédit. À partir du moment où ils ont l'argent, ils prennent des risques sur d'autres domaines. Donc, Elisabeth, ce que je peux partager, c'est de dire effectivement que ces quelques observations sur le portefeuille nous permettent de comprendre que la clientèle des femmes, elle est plus prudente, elle est plus fidèle aux questions de remboursement, mais également, c'est une clientèle sur laquelle on peut construire une relation très durable. Est-ce les raisons qui vous ont poussé à développer le programme Rien sans la femme ou il y avait d'autres objectifs que vous poursuiviez? Très bonne question, très bonne question. Est-ce que je peux dire ce que nous, en tant qu'institution financière, bien sûr qu'il y a plusieurs autres raisons, mais il y a quelques raisons du côté du point de vue économique qui nous ont effectivement montré qu'il y avait une cible qui n'était pas prise de façon spécifique et sur laquelle effectivement on pouvait faire un développement considérable. Et je vais partager avec vous quelques éléments qui nous ont motivés. Je pense que je vais me souvenir de deux ou trois. Lorsqu'on regarde, il y a un rapport de la Banque mondiale qui dégageait que il y avait un gap de financement de 49 milliards de dollars sur à peu près 7 millions de PME de femmes. Donc ça, c'est déjà une opportunité d'affaires que nous, en tant qu'institution, on était en train de rater. Et lorsqu'on descend, par exemple, en Afrique subsaharienne, on parle de 42% des femmes qui arrivent à être servies par les institutions financières. Mais parlons un peu de la RDC. Quand on regarde le dernier rapport, je crois que c'est le rapport de Global Findex, qui positionne à peu près 18,3% des femmes qui prennent aujourd'hui des décisions dans les ménages, ce qui n'était pas le cas il y a très longtemps aujourd'hui. Donc, il y a quand même 18,3% des femmes qui arrivent à décider sur la vie du ménage. Et là, on s'est dit, si ces femmes arrivent à décider,
on est parti regarder est-ce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui accèdent au financement et on a trouvé qu'il n'y avait que 38% des femmes qui arrivaient à accéder au crédit, que ce soit dans les systèmes formels ou dans les systèmes informels. Ça veut dire qu'elle peut s'emprunter via ses collègues, ses camarades, des membres de la famille, etc., les systèmes des totines, tout ça mis ensemble, on est à 38%. Et globalement, on a 49%, 49,6% de femmes dans notre pays. Donc, ça dégageait quand même qu'il y avait une grande partie de la population qu'on n'arrivait pas à toucher. Et la dernière raison que je veux partager, c'est sous forme de paradoxe, parce que lorsqu'on regarde, par exemple, on dit aujourd'hui qu'il y a 70% des femmes, de PME plutôt dirigées par les femmes, qui évoluent dans les secteurs informels. Donc, d'un côté, on voit qu'il y a un fort taux de participation des femmes aux activités économiques, mais de l'autre côté, cette participation ne contribue pas au PIB de notre pays. La raison principale, c'est que plus de 70% sont dans le secteur informel. De l'autre côté, on regarde dans le secteur agricole, on trouve qu'il y a 75% des femmes qui interviennent sous forme de main-d'œuvre dans le secteur agricole. Mais il n'y a que 3% des femmes qui sont propriétaires de terres. Donc, il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Et enfin, du côté de l'entrepreneuriat, 24% d'entreprises qui ont été créées, on a vu qu'il n'y avait que 5 qui ont eu accès au crédit. Ça veut dire que plusieurs femmes ont pu créer leur entreprise à travers des financements propres ou alors des financements via le mari, via la famille, via d'autres personnes, mais l'accès au crédit est très faible. Voilà autant de raisons économiques, financières qui nous ont démontré clairement dans notre position de décision financière, qu'il y avait effectivement des choses à faire sur la cible femme. D'accord. Et concrètement, rien sans la femme, comment ça se traduit? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, c'est plusieurs choses à la fois, mais je commence d'abord par dire que la première des choses qu'il faudra que peut-être tous ceux qui nous suivent puissent comprendre, c'est qu'on a mis en place ces produits Rien sans la femme, tout simplement pour essayer de promouvoir le développement des activités génératrices de revenus qui sont conduites exclusivement sous le leadership des femmes. L'autre objectif qu'on poursuivait, c'était celui d'améliorer l'accès des femmes aux services financiers et non financiers de base. Parce que très souvent, on voit que le côté financier, alors qu'il y a aussi le côté formation, information qu'il faut donner à la femme. Et donc, à la fin de la journée, ce qu'on vise en tant que SMICO, c'est de faciliter l'accès des femmes au marché. Il faut donc créer du networking pour permettre aux femmes, effectivement, d'être plus compétitives que les hommes sur le marché. Ça, c'est d'abord quelque chose à fixer parce que c'est très important. La deuxième des choses que je voudrais fixer, c'est de dire, lorsqu'on parle de l'entreprise des femmes, il y a plusieurs définitions, mais nous, en tant que SMICO, on a pris notre propre définition qui nous permet de voir quelle est la cible qui rencontre effectivement notre produit. C'est d'abord, toute entreprise qui est formelle et qui appartient à une femme. Donc, quand on dit que l'entreprise appartient à une femme, ça veut dire que parce qu'on parle bien d'entreprise formelle, sur le registre de commerce, on doit s'assurer que la femme a au moins 51% de parts dans cette entreprise. Pour nous, ça, c'est une entreprise visée par notre financement. C'est également, deuxième catégorie, c'est toute entreprise qui est gérée par une femme et qui emploie au moins 30% de la main-d'œuvre féminine. À partir du moment où l'entreprise répond aussi à cette règle-là, que c'est le leadership de la femme, c'est elle qui donne la vision, c'est elle qui gère au quotidien l'entreprise et qu'il y a plus ou moins 30% des femmes qui travaillent dans cette entreprise, on s'est fait inviter en tant qu'institution d'accompagnement. Et enfin, c'est toute entreprise qui produit ou qui vend des produits orientés exclusivement aux femmes. C'est par exemple un homme, ça peut être un homme, mais dans sa boutique, elle ne vend que de la lotion destinée aux femmes ou de mèches, des choses comme ça.
À partir du moment où tous les produits sont destinés exclusivement aux femmes, c'est aussi une troisième catégorie que nous plaçons dans cette cible-là. Maintenant, comment ça se présente? Je vais y aller assez méthodiquement pour qu'on puisse comprendre parce que ça fait beaucoup d'attributs à la fois. Nous, on est parti d'abord des obstacles, de ce qu'on a vu dans notre étude de marché qui ne facilitait pas à la femme d'accéder au financement. Et on a apporté des solutions. Donc, la première des choses, c'était l'absence de produits. C'est-à-dire, quand la femme arrive, elle est traitée comme tout le monde, alors qu'on sait très bien qu'il y a pas mal d'éléments bloquants. Et cette absence de produits, nous l'avons effectivement gérée en mettant en place ces produits rien sans la femme qui va sur des financements allant jusqu'à 150 000 $ par femme avec des méthodes de délai de grâce de 90 jours, des échéanciers qui peuvent aller jusqu'à 36 mois avec une adaptation sur le flux des trésoreries de la cliente. Ça veut dire que ce qu'il faut noter ici, c'est qu'on a un produit et une méthodologie adaptée à la femme. La deuxième des choses, c'est la problématique de la garantie. On sait bien que la femme, si elle n'arrivait pas à accéder, entre autres, c'est le fait que parfois, elle doit solliciter la garantie à son mari ou parfois, elle n'en a pas en tant que femme. Donc, nous avons ouvert des garanties alternatives. Quand on parle de garanties alternatives, je vois le nantissement de biens, les gages sans dépossession, les cautionnements solidaires, les acceptations des garants. Et à côté de ça, si on ajoute aussi des hypothèques pour des montants assez importants. Donc, nous avons diversifié le type de garantie pour permettre à ce que la femme, à travers seulement son stock de marchandises, puisse être éligible à notre crédit jusqu'à évidemment un certain montant, tout en faisant en sorte qu'elle puisse effectivement avoir ses soutiens financiers. Alors, la problématique des coûts de nos services en tant qu'institution financière. Alors, nous, on a fait en sorte que dans ces produits, par exemple, on a soulagé la femme, on a enlevé de frais d'ouverture des dossiers qui sont gratuits, une gratuité sur les questions des SMS, sur les questions des retraits, sur les questions d'accès aux applications mobiles et le web banking. Ça permet à sortir, de relever, de passer des transactions, etc. On a fait même un taux bonifié, un taux d'intérêt qui est réduit de 0,25% lorsqu'il s'agit d'une entreprise de femmes et qui répond à ces critères que je venais d'expliquer. Donc, on a essayé d'alléger plus ou moins les charges de prêt quant à ce qui concerne le financement de la femme. La question des sécurités. Permettez, Oui, je bien sûr. suis en train de citer. La question des sécurités également se posait en se disant, il y a des femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à aller vers le crédit parce qu'ils se disent, et si demain je ne suis pas là, je vais laisser de problème aux enfants, etc. Donc, on a mis en place aussi une assurance solde restant dû qui permet à ce qu'en cas de décès ou de perte d'autonomie totale de la femme, que l'assureur puisse payer les soldes restants dus, mais également que nous, en tant que SMICO, on puisse participer aux frais funéraires de la femme. Et enfin, c'est le manque d'information et de formation. Donc, nous avons mis un accent sur la partie éducation financière. Nous avons mis un accent sur l'accompagnement des incubateurs qui sont préalablement agréés par SMICO et on organise des forats, on organise des activités de networking pour créer du marché. Et donc, voilà un peu, on a des ambassadrices qui partagent leur expérience avec les autres femmes. Voilà un peu ce qu'on a essayé de mettre dans notre offre en partant vraiment des éléments bloquants ou des obstacles qui empêchent aux femmes d'accéder au financement. Je peux m'arrêter là. Je répondrai s'il y a d'autres questions. Merci. Merci, Pacifique. Nous allons d'ailleurs continuer tout à l'heure en voyant les défis auxquels vous avez été confrontés ou auxquels vous êtes confrontés. Mais avant ça, nous allons passer chez Virginie. Bonjour, Virginie, une fois de plus. Vous êtes la directrice générale et la cofondatrice de COVA. Est-ce que vous pouvez nous parler de COVA? Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là, malgré quelques soucis de connexion. J'espère que je pourrai être relativement stable. Alors, COVA, c'est une micro-assurance et vraiment, en fait, de pouvoir faire le pont entre les offres d'assurance ou du moins les compagnies d'assurance et les différents secteurs qui
selon moi, ont déjà fait un pas plus grand dans l'inclusion financière, comme les microfinances. Ce que nous faisons, c'est vraiment de les accompagner pour pouvoir mieux inclure l'assurance dans leur offre principale. Au-delà de cela, nous sensibilisons aussi les fintechs et comment dire ça, toutes les communautés à haut potentiel d'affiliation de pouvoir rajouter l'assurance comme une valeur ajoutée à leurs clients. Globalement, c'est ce que nous faisons chez Cova. D'accord. Donc, vous êtes dans le domaine de l'assurance et c'est vraiment important pour nous de ne pas parler que de crédit ou d'épargne comme cela a été évoqué avec SMICO, mais de revenir aussi sur l'assurance. D'ailleurs, Rien sans la femme intègre aussi une partie d'assurance. Alors, vous, Virginie, vous avez piloté il y a quelques années ou il y a quelques temps un programme d'assurance pour les femmes au Cameroun, Active Lady. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui a motivé le projet? Comment est-ce qu'il s'est déroulé? Ok, oui, moi je suis actuaire de formation et il y a quelques temps, avant de créer Cova, j'étais directrice de l'innovation et de la stratégie pour les particuliers. Et dans ce cadre-là, nous avons, avec la Société financière internationale, qui nous a proposé le projet qui s'intitulait Assurer les femmes pour protéger l'humain. Donc, je disais qu'au départ, en fait, on a lancé ce programme avec la conviction que les femmes, en fait, sont au centre de la famille. Quand on parle d'assurance, on parle de risque, on parle de prévoyance, on parle d'avenir, on parle de demain. Et on pensait qu'au sein de la famille, c'est la personne la plus à même d'être sensible à ces sujets-là. Et bien sûr, en fait, je ne vais pas reprendre en fait toute la place économique que la femme joue dans nos sociétés et même en fait les risques qu'elle, comment dire ça, qu'elle a au quotidien pour sa propre activité, dans ses déplacements. Et donc, on pensait vraiment que la femme était à la fois la meilleure prescriptrice, mais aussi la bonne cliente parce qu'on sait que la femme, en général, elle aime comprendre. Je vais un peu restituer aussi par rapport à pourquoi pourquoi je pense qu'il est important de toujours placer l'assurance. C'est vraiment parce qu'on très souvent, on se dit, oui, l'épargne, oui, le crédit, mais au final, si on veut un écosystème durable, il faut bien en fait que les personnes puissent ne pas retomber à zéro à chaque fois. Or, aujourd'hui, tout le monde va vous dire aisément, en cas d'imprévu, je vais prendre mon épargne. Alors qu'à la base, l'épargne, elle est faite pour croître, pour investir, pour construire une maison. C'est pour ça qu'en fait, si on arrive à trouver une assurance qui sied à nos prospects, ce sera un plus. Pareil, le crédit, il est là pour reconstruire, pour investir. Et parfois, les crédits sont pris et par exemple, une incendie, je dis n'importe quoi, une maladie, un accident, en fait, vient balayer tout ça. Donc, l'un dans l'autre, en fait, nous avons proposé de mettre en place ce programme-là qui nous a amené dans notre parcours à vraiment adopter une certaine méthodologie pour arriver. On pourra en reparler ou alors je peux directement Oui, enclencher allez-y, là-dessus. allez-y. Donc, comment est-ce que ça s'est passé, justement? C'est quelle méthodologie que vous avez développée? La question déjà de l'offre, elle est même au-delà de la femme. C'est l'assurance de manière générale a du mal à démontrer à ses clients que c'est un mécanisme connu. Par exemple, quand on va déjà épargner, on se dit déjà que bon, c'est soit ça, soit mettre de l'argent sous mon matelas. Donc, on jauge les avantages et les inconvénients. L'assurance, quand on en parle, on se dit c'est pour les autres, c'est pour la police. On ne pense qu'à l'assurance maladie. Mais on ne voit pas que ça ressemble au mécanisme justement de fonds, de caisse qui existent dans les différentes tontines. Et si on n'arrive pas déjà à faire des offres qui ressemblent à ce que les personnes peuvent déjà avoir connu, c'est compliqué. Donc, les premières choses, c'était des focus group, de parler à des femmes. On a vraiment adopté une méthode design thinking, de parler de leur parcours habituel, de parler de risques, sans forcément venir leur coller des produits tout faits, mais de savoir quel était leur risque, comment se passait leur journée. Beaucoup vont vous dire, elles se lèvent super tôt, elles prennent la moto. Vous avez des personnes qui sont
ce qu'on appelle chez nous des bayam salam, qui se lèvent à 4 heures du matin, qui des fois vont dormir sans moustiquaire dans les marchés parce qu'elles attendent le matin. Et donc, ce n'est qu'en voyant cette réalité-là, beaucoup aussi nous ont parlé de leurs marchandises, en fait. Elles ont peur. Et au-delà, en fait, tout à l'heure, justement, on parlait des services non financiers. On est arrivé même au point où, au-delà même de protéger les femmes, elles se demandaient comment protéger ma marchandise, en fait, des intempéries, de la pluie. Et l'un dans l'autre, il fallait à la fois leur donner des solutions à ce qu'elles vivaient. Et pour la petite histoire, par exemple, nous avions proposé des caisses qui étaient des caisses dans lesquelles intégraient un parasol donc aux couleurs d'Active Lady, qui protégeait leurs marchandises et qui pouvait justement être brandé par des marques, des grandes marques et faire en sorte que leur assurance soit un peu subventionnée et en faire des prescriptrices. Vous voyez un peu, vous voyez un peu le genre de solutions globales, en fait, qui peuvent sortir de là. Donc, la solution, c'était caisse, plus assurance santé, plus parasol. Et en fait, derrière, une petite subvention, une facilité de paiement et même un nouveau job parce que finalement, elle pouvait être prescriptrice d'assurance ou alors être un point d'achat. Donc voilà un peu globalement, on a eu beaucoup d'analyses pour créer les offres et je dirais qu'un point de payer. Et ça a beaucoup impacté justement la manière dont je fais Cova aujourd'hui, où justement les microfinances, je leur dis, écoutez, les gens veulent bien prendre l'assurance, mais faites-leur un crédit, faites-leur, allez collecter par exemple les primes, comme vous savez si bien le faire dans les marchés, ça va nous aider au jour le jour parce que aujourd'hui dans la CIMA, la loi dit que pas de prime, pas de couverture, tout simplement. Il n'y a pas d'assurance à crédit. Et c'est très difficile, en fait, d'un point de vue risque, d'avoir des personnes à convaincre tous les jours. Donc, ce mariage entre autres produits financiers et assurance a vraiment ce qui a manqué dans ce programme Active Lady, parce qu'au final, à la fin de la journée, ce n'est pas, entre guillemets, prioritaire pour une personne. C'est plutôt les chefs de file qui doivent comprendre que si l'écosystème se veut durable, si je veux avoir des clients qui ont une épargne stable, il faut qu'ils soient assurés. Alors, il faut que je leur facilite la tâche pour qu'ils s'assurent et des fois que je l'oblige. Donc, voilà un peu très rapidement ce que je peux dire de cette expérience-là. Maintenant, les points positifs et pourquoi est-ce que la femme, ça reste la personne qui va essayer de comprendre l'assurance. L'homme, lui, il va se dire, moi, je vais éviter la police, donc tu dis que c'est obligatoire, bon, ok, le prix, bon, ok, le moins cher. Et demain, il va venir se fâcher parce qu'il n'a pas lu les garanties. La dame, il faut la conseiller, elle va prendre le temps de poser toutes les questions. Et pour l'assurance qui a déjà trop de problèmes de confiance, trop de problèmes de malentendus, c'est important et la femme est un allié dans ce sens-là. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. On a vu que les femmes ont besoin pas seulement de pouvoir épargner, ni d'avoir accès au crédit, mais elles ont besoin de protéger même les crédits qu'elles ont et de se protéger elles-mêmes, surtout les femmes entrepreneurs contre leurs intempéries. Et aujourd'hui, nous sommes aussi avec une de ces entrepreneurs-là, Sherita de Inside Plus. Bienvenue une fois de plus, Sherita. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est qui Inside Plus et pourquoi Inside Plus? Donc, Inside Plus, c'est une agence de recherche marketing qui est basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui opère sur plusieurs marchés africains. Donc, nous aidons les entreprises et les institutions à mieux connaître leur marché, à mieux connaître leurs cibles grâce aux études de marché précises et fiables. Donc, notre mission, c'est de fournir des insights précis et exploitables à nos partenaires pour les aider à prendre des décisions éclairées. D'accord. Alors, Brièvement.
Vous avez une particularité, c'est que vous avez bénéficié d'un accompagnement qui vous a aidé à mieux structurer votre entreprise. Un de Oui. ces types d'accompagnement dont parlait Pacifique tout à l'heure, mais c'était avec Digifam en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous partager votre expérience avec eux? Oui, ok. Effectivement, j'ai fait partie de la première cohorte de Digifam Entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Et Digifam, ça a été pour moi déjà un programme de renforcement de capacité, donc beaucoup de formation et puis de l'accompagnement individuel et aussi de la mise en réseau, puisque j'ai eu l'opportunité de rencontrer d'autres femmes entrepreneurs et de créer des liens professionnels avec celles-là. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Digifam m'a permis de structurer mon modèle d'affaires. Donc, ça m'a permis de définir ma vision, ma mission et mes objectifs. Digifam m'a surtout permis de repenser mon business et de le développer d'une certaine façon. Ça m'a permis de découvrir un nouveau segment de clients qui, de façon générale, n'est pas adressé par les instituts d'études. Et donc, grâce à ça, aujourd'hui, j'ai développé une solution que je propose. Justement, ce nouveau segment de clients, c'est les entrepreneurs. Donc, on leur propose aujourd'hui une solution d'études. D'accord. Alors, est-ce que et où, comment, d'après vous, hein, l'accompagnement que vous avez reçu vous a permis d'être plus au fait de vos besoins financiers? Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des expériences d'après les relations que vous avez développées avec les autres participants à ce programme-là ou avec certains autres de vos clients qui sont eux aussi entrepreneurs, les expériences financières et les besoins financiers des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire? OK. En Côte d'Ivoire, en termes de besoins, on va parler d'abord de l'accès au financement. Donc, les femmes en Côte d'Ivoire, en tout cas, ont du mal à obtenir des prêts, notamment auprès des institutions financières traditionnelles qui, elles, vont demander des garanties, vont demander des garanties comme des biens immobiliers ou des cautions pour garantir le prêt. Donc, elles ont besoin aujourd'hui de solutions de financement un peu plus adaptées à leurs besoins. Un autre besoin qu'elles ont aussi, c'est l'éducation financière. Elles ont besoin de formation. Aujourd'hui, il y a pas mal de programmes, en fait, on parle de services financiers, mais il y a également de belles initiatives aujourd'hui, des services non financiers. Et elles ont besoin, ces femmes-là, de mieux comprendre les produits financiers à travers les produits non financiers pour gérer de façon pérenne leurs finances de façon générale. En termes d'expérience financière, c'est des femmes qui vont avoir beaucoup recours elles démarrent avec leur épargne et elles apprennent à se financer avec ce qu'elles gagnent. Et de façon générale, elles vont plus avoir au recours au microcrédit qui sont un peu plus flexibles que les banques, voilà, que les institutions traditionnelles. D'accord. Et est-ce que vous avez, avec votre entreprise Insight Plus, vous avez dit que vous permettez aux entrepreneurs que vous desservez de mieux comprendre leur environnement. Si on se restait sur les femmes que vous servez dans votre entreprise, est-ce que l'application et ou la méthodologie que vous avez développée, comment est-ce qu'elle peut leur servir pour pouvoir mieux accéder aux services financiers tels que vous l'avez évoqué? D'accord. Donc, d'abord, pour comprendre ce qu'on a comme solution et comment est-ce qu'elle est née, je vais peut-être partir un peu à la jeunesse pour arriver à ce qu'elle apporte aux femmes aujourd'hui. Donc, comme quand nous sommes rentrés sur le marché, nous avons fait comme la plupart des instituts d'études qui, en Afrique, sont beaucoup plus orientés vers les grandes entreprises et les multinationales. Bon, on ne va pas les chercher.
Ces entreprises, en fait, c'est les gros demandeurs de ce type de service parce que, bon, très souvent, elles ont des process en interne qui exigent que pour passer d'une étape à une autre, il faut faire une étude. Et donc, à l'analyse, comment je suis arrivée quand j'ai intégré le programme DigiFemme, à l'analyse de mon business, je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que les TPE et les PME n'étaient pas pris en compte dans ma stratégie, dans notre stratégie. Et des discussions que j'ai eues avec mes pairs entrepreneurs du programme m'a confirmé qu'elles n'avaient jamais eu à faire d'études dans le pilotage de leur business. J'ai trouvé ça vraiment frustrant. Alors, ça m'a permis de conduire une étude pour comprendre pourquoi est-ce que les femmes ou les entrepreneurs de façon générale ne faisaient pas d'études de marché, et ce qui était vraiment très important pour le pilotage d'un business. Alors, je me suis rendu compte que pour cette cible-là, les études de marché étaient perçues comme un produit de luxe. Elles en avaient besoin, ces femmes-là, et elles étaient conscientes de l'importance, mais elles ne disposaient pas de budget pour pouvoir investir. Vous savez que les entrepreneurs, quand elles commencent, elles ont très peu de moyens et la priorité pour elles, c'est pouvoir couvrir les charges d'exploitation. Et donc, du coup, elles trouvent, c'est important, c'est quelque chose de très important pour elles, mais finalement, elles ne peuvent pas se l'offrir, en fait. Et donc, pour répondre à ce besoin-là, nous sommes arrivés à cette solution-là, en fait, qui est une solution que nous appelons WIN pour le succès des TPE et des PME, qui est une solution totalement digitale, qui est en fait des solutions d'études prêtes à l'emploi et donc qui sont adaptées aux différents secteurs d'activité et qui répondent à des problématiques bien précises. Donc, on a fait un travail en amont pour pouvoir réduire après le coût des études, donc réduire en termes de timing aussi le process et en termes de budget d'investissement. Donc, je prends par exemple le cas d'une étude de satisfaction dans le cadre de services. On a un questionnaire qui est déjà préétabli. Et donc, ce questionnaire-là est lié comment je vais appeler ça, à un dashboard. Et donc, une fois que le questionnaire est rempli de façon systématique, on a les résultats. Donc, ça permet d'éviter, bon, il y a un travail en amont qui est fait, donc qui permet d'éviter de faire des traitements de données après et tout ça, ce qui fait que, en fin de compte, l'étude va revenir moins chère pour la dame. Donc, ça, on l'a fait parce qu'on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas accès à ces données-là et que ces données-là, en fin de compte, étaient d'une grande nécessité pour elle dans le pilotage de leur business. Alors, comment est-ce que ces services-là aujourd'hui peuvent aider ces femmes-là à être mieux servies par les institutions financières? Alors, ce que nous proposons permet aujourd'hui aux entrepreneurs de comprendre leur marché et de structurer leur business. La première condition aujourd'hui pour accéder au financement, il faut rassurer l'institution financière. Et pour rassurer l'institution financière, il faut lui montrer qu'on maîtrise son business, qu'on connaît son business, on a les données sur son business. Et avec ces données, ces informations-là, qu'on peut arriver à convaincre et à rassurer l'institution financière. Donc, on se dit, si aujourd'hui, on accompagne les femmes à bien comprendre l'environnement dans lequel elles évoluent, elles peuvent arriver à mieux structurer leur business et du coup, à faciliter leur accès au financement. D'accord, super. Est-ce que vous, si on revenait à vous en tant qu'entrepreneur, votre propre expérience, est-ce que vous êtes passé par le même process pour pouvoir accéder à des financements? Quelle a été votre expérience en tant qu'entrepreneur? Oui, moi, en tant qu'entrepreneur, mon histoire est un peu différente parce que j'ai ouvert pendant que j'étais encore salariée. Du coup, j'ai fonctionné 5 années en tant que salariée. Donc, j'ai eu le temps de construire je vais dire une clientèle et également une épargne. Donc, j'ai investi mon épargne dans le business et aujourd'hui, je comprends pleinement l'accès au financement, mais pour moi, l'accès au financement va demander une préparation
Aujourd'hui, il existe en Côte d'Ivoire de belles initiatives de services non financiers là, qui préparent les entrepreneurs au financement. Et j'ai même participé à un de ces programmes-là. Mais pour l'instant, je suis encore à inverser ce que je gagne dans le business. Je me prépare à ces services-là parce qu'après, il y a un coût derrière. Donc, je me dis, dans tous les cas, il faut se préparer. Et c'est pour cela qu'en amont, nous, on a ce service d'études-là pour permettre aux femmes de commencer par mieux structurer leur business de sorte à rassurer les institutions financières. Et vous avez indiqué qu'il y a beaucoup de programmes d'encadrement des femmes en Côte d'Ivoire. Est-ce que Oui. vous pensez qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de communication et de sensibilisation des femmes entrepreneurs sur les programmes qui existent et dont elles pourraient bénéficier pour pouvoir mieux développer leur activité et mieux s'en sortir? Non, non, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Mais là, par exemple, moi, j'accompagne un projet, un programme qui prépare au financement. Et donc, un programme auquel j'ai participé à la première cohorte. Et donc, trouvant le sujet que j'aborde intéressant, l'initiatrice m'a demandé d'intervenir. Mais je lui ai dit, sur 50 entrepreneurs qu'on attendait, aujourd'hui, elle en a 15. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour impliquer. Et même au niveau des entrepreneurs eux-mêmes, je pense qu'il y a un travail à faire pour s'intéresser au programme aux services non financiers. De façon générale, les entrepreneurs, je pense qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Il faut qu'eux-mêmes, ils prennent conscience de ce besoin-là, qu'ils s'intègrent, quoi. Donc, il y a pas mal d'initiatives. La communication, il y en a, il y a des efforts qui sont faits, mais il y a beaucoup à faire encore. Et par rapport aux fournisseurs de services financiers eux-mêmes, est-ce que vous auriez des suggestions pour eux, pour qu'ils communiquent mieux et que la cible, qui est la femme entrepreneur, puisse être au courant de ce qu'ils ont développé pour elle, en termes d'accès aux services financiers de façon générale, hein, que ce soit le crédit, que ce soit l'assurance ou même simplement des comptes? Oui, pour faire la promotion, je pense qu'il faut qu'ils passent, ces services financiers, ces institutions financières-là, passent par ces programmes-là, passent par ces programmes-là qui accompagnent les femmes, par des organisations patronales. Il y a des organisations patronales qui existent, des associations féminines. Je pense qu'en allant vers ce genre de cible-là, de partenaires, ça sera un peu plus efficace de s'adresser à la cible, en fait. Donc, il faut aller vers ces femmes-là à travers ces organisations-là. Et après, ce qu'on peut dire aussi aux entrepreneurs, c'est de pouvoir adhérer à ces organisations-là. Il faut pas, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas évoluer seul. Il faut intégrer le réseau, il faut faire partie des organisations, des associations. Et aujourd'hui, vraiment, pour communiquer, toucher directement la cible, il faut que ces institutions-là essaient d'entrer en partenariat avec toutes ces organisations qui accompagnent les femmes. Merci, Sherita. Alors, Sherifatou, je reviens à vous. Vous travaillez pour CARE. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que CARE soutient les initiatives qui visent à accompagner les femmes? Comment, à travers les collaborations qu'évoquait Sherita tout à l'heure, les acteurs, les entrepreneurs ciblés peuvent avoir accès à l'information et bénéficier de tout ce qui est développé pour eux? Oui, absolument. Alors, comme vous le savez, le chantier de l'inclusion financière des femmes est un chantier multi-acteurs. De ce fait, vraiment, le partenariat constitue un élément essentiel des programmes que nous menons à CARE dans ce cadre. Et nous travaillons notamment justement à conjuguer les efforts ainsi que les expertises pour faire avancer cet agenda. De manière un peu globale, la configuration que nous avons, c'est vraiment un partenariat avec des acteurs tels que les institutions financières, notamment celles de microfinance, de plus en plus aussi avec des fintech ou bien
d'autres types d'opérateurs de mobile money tels que les telcos et autres, le gouvernement, etc. Dans ce genre de partenariat, nous nous positionnons comme CARE, même comme une structure, une organisation qui est très proche de communautés. Et donc, cela nous permet d'être à même de pouvoir capturer les besoins justement spécifiques des femmes que nous accompagnons et apporter un soutien technique pour développer des services financiers qui soient vraiment adaptés à leurs besoins. Et après cela, justement, c'est qu'elles puissent bénéficier de ces services financiers-là, que ce soit au niveau de l'épargne, des prêts, etc. Et nous revenons encore une fois avec des formations sur l'entrepreneuriat, sur le leadership, sur l'éducation financière pour leur permettre de mener voilà, des activités génératrices de revenus au-delà même des entreprises et pouvoir ainsi être beaucoup plus autonome économiquement. Voilà en gros le type de partenariat que nous avons, mais nous n'oublions pas aussi les gouvernements, le politique que nous influençons, justement pour avoir des politiques qui soient beaucoup plus en faveur de l'inclusion financière des femmes et surtout qu'ils puissent adopter certains de nos modèles et de nos approches. Je m'en vais ici vous donner un exemple qui, je pense, est quand même modestement assez célèbre à travers l'Afrique et le monde, c'est le VSLA. Avec en français donc les associations d'épargne et de crédit que CARE a mis en place il y a maintenant à peu près 33 ans. Ce qui fait la particularité de cette approche-là, c'est parce que c'est une approche au fait qui est basée sur quelque chose qui est, je pense, est ancré dans nos traditions, surtout africaines, qui est la tontine. Alors, ce que CARE est venu faire, apporter comme plus-value à cette approche, c'est un renforcement de capacité au niveau des femmes, notamment en termes de mécanismes de bonne gouvernance, de bonne gestion, en termes de formation sur le leadership, en termes de formation sur l'éducation financière, gestion de conflits, entrepreneuriat, etc. Et ça en a fait vraiment un modèle très efficace qui a permis aux femmes de pouvoir, on va dire, améliorer surtout leur capacité d'épargne d'environ 25 à 30%. Mais au-delà de cela, c'est que les femmes ont besoin quand même pour développer leur activité de fonds qui soient externes. Parce que jusqu'à présent, avec le VSLA, c'est-à-dire que c'est des capacités internes que les femmes arrivent à mobiliser en termes d'épargne. Alors, le modèle a évolué en intégrant justement certains partenariats, tels que les partenariats avec les microfinances et même les banques pour leur permettre d'avoir accès, par exemple, à des crédits au-delà donc de leur capacité interne et mener des projets qui soient à plus grande échelle, tels que avoir, voilà, si je peux le dire ainsi, certaines machines pour développer leur activité. Si je peux donner un exemple, par exemple, les extracteurs d'huile d'arachide, etc., pour doubler leur production. Voilà. De plus en plus, ce que nous voulons faire, c'est d'aller vraiment vers la digitalisation des VSLA, parce qu'on s'était rendu compte qu'au niveau de linkage avec les institutions de microfinance, le modèle tel quel avait constitué justement certaines limites pour le linkage avec les institutions financières, notamment, vous savez, en termes de garantie et en termes de visibilité par rapport à la capacité financière des femmes, tant
tant de données et d'indicateurs qui sont pris en compte dans la décision de l'octroi d'un crédit. Alors, on s'était dit qu'avec la digitalisation, ça permettrait à la fois d'avoir une identité digitale pour les femmes, mais pas que identité en termes d'information, mais une identité aussi financière, un registre financier Ledger qui va permettre aux institutions financières vraiment d'avoir plus de visibilité par rapport à leur activité et permettre vraiment de créer ce pont entre les deux, de construire cette confiance qui va leur permettre d'accéder à des prêts. Voilà, nous sommes sur ce chantier avec quand même des impacts très satisfaisants au Niger, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, où nous sommes en train de débuter aussi cette digitalisation au Mali, etc., pour ne citer que ces pays-là en Afrique de l'Ouest. Voilà. Merci, chérie Fatou. Pour ça, les partenariats sont gagnants, hein, c'est ce qu'on comprend, pour les femmes, pour pouvoir leur proposer des services financiers et non financiers combinés. Et ça nous permet de revenir à SMICO avec Pacifique, avec le programme Rien sans la femme. Vous avez développé et déployé toute une liste d'actions et d'activités et même d'incentives que vous avez développés pour ces femmes-là. La question que je voudrais vous poser, c'est quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés avec la mise en place de ce programme et comment est-ce que vous avez réussi à les surmonter ou comment est-ce que vous envisagez de les surmonter? Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, il y a eu plusieurs défis, mais je vais peut-être m'attarder sur deux grands défis. Le premier défi, c'est au niveau de la formation et de l'information. Donc, ça, c'était le plus grand problème. C'est-à-dire, on s'est retrouvé dans une situation où une femme peut se retrouver avec son activité depuis 3 à 5 ans, mais elle n'arrive pas encore à être capable de structurer ses états financiers, de présenter son entreprise. Mais de l'autre côté, il y a toutes les questions d'éducation financière, les questions de budget, les questions d'épargne, les questions de crédit, le mauvais côté et le bon côté du crédit, les questions des négociations financières par rapport au contrat, les questions d'utilisation du numérique. Donc, il faut faire toutes ces formations. Euh, Bien sûr, aujourd'hui, les incubateurs arrivent à former aussi sur des questions de leadership et de management parce qu'il y a une sorte de crise de confiance dans les chefs de certaines femmes. C'est-à-dire, on rencontrait des femmes, chefs d'entreprise, mais on a l'impression qu'elles se remettent en cause. Donc, c'est pour ça qu'il y a les incubateurs qui sont des partenaires. Encore une fois, je reviens sur la question des partenariats et qui permettent à ce que de femmes entrepreneurs qui sont éligibles sur des montants supérieurs à 20 000 dollars doivent absolument être accompagnées par les incubateurs jusqu'à ce qu'ils soient capables de faire un petit bilan, un petit compte d'exploitation et à la limite un tableau de trésorerie simple. Donc ça, c'était vraiment le plus grand défi. Comment informer le plus possible. Donc on a dû, dans notre plan marketing et communication, on a dû faire beaucoup d'activités, sponsoriser les activités des femmes pour essayer de comprendre vraiment le besoin, mais de donner autant d'informations pour les femmes pour qu'elles sachent qu'il y a possibilité d'accéder au financement. Donc, ça, c'était le premier défi, c'est l'information et la formation. Alors, la formation, nous-mêmes, on assume ça. Nous avons des agents qui sont certifiés en éducation financière et qui savent dérouler des modules qui sont, il y a des modules d'une heure, il y a des modules de 2 heures, etc. Ça dépend de la personne qu'on a en face. Et la partie information, on est passé par beaucoup plus de forats, on est passé par des séances de networking, on est passé par toute la partie communicationnelle pour que les femmes puissent savoir qu'il y a possibilité d'approcher les institutions et les institutions sont attentives avec une offre spécifique. Le deuxième grand défi, c'est que dans notre modèle, nous, on tient absolument à faire une imitation de la femme, de l'informel vers le formel. Alors là, c'est
c'est tout un combat. Le combat d'abord est à deux niveaux. D'abord au niveau de l'organisation étatique, parce que pour quitter l'informel vers le formel, il faut un accompagnement au guichet unique de création d'entreprise. Et là, c'est parfois des formalités qui prennent beaucoup de temps, qui demandent des moyens et qui parfois découragent. De l'autre côté, c'est le côté de l'appréhension de la femme qui veut quitter l'informel vers le formel. Elle voit déjà qu'elle a peur de tout ce qu'il y a comme taxes, comme tracasseries administratives, les obligations réglementaires, les obligations légales. Et donc, ça fait que il y a cette peur de sortir de l'informel pour aller vers le formel. Donc, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est qu'on essaie de discuter avec de responsables des guichets uniques, en tout cas là où il y en a, dans des provinces, et eux deviennent des partenaires clés pour que chaque fois qu'on a une femme qui répond vraiment à cette conditionnalité de passer vers le formel pour avoir un peu plus d'accompagnement financier, alors ces services nous aident à ce que les dossiers soient traités de manière suivie. Donc, on a quelqu'un qui nous aide à faire le suivi. Donc, ça, c'est vraiment de plus gros défis. Maintenant, il y a eu quand même un défi qui nous a beaucoup étonnés parce qu'on ne s'y attendait pas et c'est comme ça qu'on a commencé par associer parfois des maris pour des femmes qui sont mariées. Parfois, on a vu des maris, à la phase de la contractualisation, refuser de signer comme co-débiteur. Parce que ça fait partie de notre mécanisme en se disant que lorsque vous donnez le crédit à la femme et que son conjoint n'est pas informé de ce qui arrive, il y a beaucoup de risques qu'il y ait une influence pour la désaffectation des crédits. Et on l'a vu. Parfois, nous, les hommes, parfois on vient, quand la femme fait du business, on dit donnez-moi 50, donnez-moi 100, etc. Alors que lorsque le mari est informé qu'il s'agit d'un crédit avec des engagements de remboursement, on voit toujours que ça aboutit au bon résultat. Donc, on avait également ces types de défis. Et enfin, le dernier défi que je peux mettre, c'est avoir une méthodologie spécifique aux femmes. Je crois que il faut le traiter différemment pour encourager, parce que c'est ça l'effet qu'on recherche. L'effet, c'est de dire que les femmes ne restent pas dans leur coin en train d'observer, mais c'est de se dire que oui, il est possible d'approcher une institution, d'ouvrir mon compte, de travailler avec cette institution et d'arriver à se faire financer. Et est-ce que vous avez eu, aujourd'hui, en posant un regard sur tout le parcours que vous avez effectué, est-ce que vous avez vu des impacts sociaux, économiques, financiers envers cette cible-là que vous avez déjà servi? Juste assez rapidement, au niveau, par exemple, des femmes, on a vu quand même qu'il y a, en tout cas dans notre base de données, à peu près 35% des femmes qui sont sorties de l'informel vers le formel. Ça, c'est déjà un impact considérable. Aujourd'hui, grâce à la formation en éducation financière, on a vu de femmes qui ont changé leur comportement et leur attitude en matière de gestion d'argent. Je donne juste de petits exemples parfois où j'ai dit, le matin, la femme prend 1000 francs pour prendre du Fanta, à midi, elle prend 1000 francs pour prendre autre chose et le soir, avant de quitter le marché, elle prend encore 1000 francs, ça fait 3000 francs dépensés à une journée. Donc, on a vu quand même que les femmes ont commencé à se constituer, certaines en avec, d'autres en association et d'autres, on sait les voir sous leur compte d'épargne, que ça a commencé à s'améliorer petit à petit. Les questions des négociations financières qui sont aussi des questions assez importantes parce que très souvent dans les institutions financières, la seule chose qu'on dit à la femme, signe ici. Mais on ne laisse pas le temps qu'elle lise et qu'elle comprenne le contrat. Nous, on a mis ça comme une obligation d'expliquer des articles clés et de donner même le contrat à la dame pour qu'elle puisse soit le faire lire par son fils, soit par son mari, soit par son ami, etc. Donc, on tient à ce qu'elle puisse comprendre également le clause du contrat pour qu'elle soit capable de faire face au paiement. On a vu également du côté de l'épargne, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on avait associé au produit d'épargne un plan épargne éducation qui est au fait un plan épargne destiné aux enfants. Et on sait que les femmes sont 2 fois plus sensibles à la question de l'avenir des enfants que nous, les parents. Nous, on cherche pour tout le monde, mais après, la femme, elle y tient, elle est pragmatique. Et donc, on avait développé un produit
qui permet à la femme également de commencer à épargner progressivement pour ses enfants avec quelques incitants pour les encourager. Et là, on voit quand même qu'aujourd'hui, on a un portefeuille sur ces produits. Alors, les questions de graduation, n'en parlons pas. On a vu des femmes qui sont parties des $100 dans de groupes à caution solidaire et qui aujourd'hui arrivent à accéder à des financements de $20 000, de $15 000. Donc, pour nous, cette graduation montre également qu'il y a une croissance au niveau des femmes. Au niveau de SMICO, il y a bien de plus de choses à gagner. 3,9 millions de dollars qui se trouvent dans notre portefeuille vient du fait que on a pris la décision de commencer à servir les femmes. Donc, du coup, il faut comprendre que même notre chiffre d'affaires s'est augmenté du fait qu'il y a une cible qu'on ne servait pas. Si on ne servait pas des femmes de façon particulière, on aurait moins de 3,9 millions de dollars sur notre portefeuille et le chiffre d'affaires qui va avec. On sent aujourd'hui que tout notre personnel est maintenant sensible au genre. D'ailleurs, la preuve en est que moi-même, je me suis joint à ces excellentes dames pour parler de la femme. Donc, on est vraiment sur cette sensibilité à la question de la femme. Et l'acquisition de nouveaux clients, il y a autant d'avantages à gagner lorsqu'on sert la femme parce qu'on a pu quand même avoir beaucoup d'acquisitions de femmes grâce au fait qu'on avait une offre spécifique à donner aux femmes. D'accord, merci beaucoup pour ce partage. Alors, je vais repasser à Chérifatou. Aujourd'hui, Chérifatou, s'il y avait des mesures à prendre, à mettre en place pour développer, favoriser l'adoption des produits financiers et services financiers, quelles seraient ces mesures-là que vous proposeriez sur la base de votre expérience et des programmes que vous avez déjà développés dans la région? D'accord, merci bien, Elisabeth. Je pense qu'avant de parler des mesures, j'aimerais surtout parler des bonnes pratiques et des leçons apprises en termes de financement et d'inclusion financière des femmes en Afrique. La première chose, je pense que tous les autres co-panélistes l'ont également souligné, c'est une approche centrée sur les femmes. Donc, les programmes et les projets que nous développons en faveur de l'inclusion financière des femmes doivent prendre en compte les besoins spécifiques de ces femmes-là. Particulièrement en Afrique, à la lumière des normes sociales que subissent les femmes. Nous nous rendons compte que encore aujourd'hui, ça impacte beaucoup, par exemple, le droit des femmes d'accéder aux biens, aux actifs. Par exemple, si je peux citer l'un des obstacles que nous rencontrons souvent en termes, par exemple, d'inclusion financière digitale des femmes, c'est que encore aujourd'hui, la femme, par exemple, son téléphone, d'abord, avoir le téléphone, c'est pas elle qui décide. En tout cas, dans certaines, bien sûr, régions, ce n'est pas dans la globalité. Mais majoritairement, surtout en milieu rural, c'est pas elle qui décide, par exemple, d'avoir un téléphone. Et quand bien même elle aurait, l'utilisation qu'elle en fait est aussi réglementée. Parfois par le mari, parfois par le père, parfois, en tout cas par les membres de sa famille, surtout les hommes. Ça, c'est un. Deuxièmement, on constate même qu'il est dit dangereux de mettre, par exemple, dans dans les mains d'une femme mariée, un téléphone. Donc, vraiment, c'est tant de normes sociales qu'il faudrait comprendre et adresser. Donc, nous sommes vraiment dans une démarche aussi d'approche holistique. Ce n'est pas seulement le produit, mais c'est aussi toutes les sensibilisations, c'est aussi vraiment toutes les formations que nous apportons en termes d'approche donc transformatrice du genre. Un deuxième aspect, c'est par rapport au renforcement des capacités. Comme on l'a dit, l'éducation financière est plus que cruciale pour faciliter l'utilisation des services financiers par les femmes. Parce que pour utiliser quelque chose, il faudrait d'abord en connaître l'existence, l'utilité
et comment même il faudrait l'utiliser. Donc, l'éducation financière est primordiale. À côté de l'éducation financière, il faudrait aussi beaucoup d'éducation en termes et de formation, en termes de gestion financière, de gestion de projet, d'entrepreneuriat, de leadership, etc., pour renforcer vraiment l'autonomie des femmes. L'accès à l'information et à l'éducation financière encore d'un point de vue vraiment informatif, d'un point de vue de les aider à prendre des décisions éclairées par rapport à leurs finances et s'avère être également très important. Le réseau, très important également, si je ramène ça à l'exemple des VSLA, on dit toujours qu'ensemble on est plus fort, je pense que c'est vrai. Les femmes avec VSLA qui sont constituées en groupement, donc nous avons quand même une certaine organisation. Je vais commencer de la base. Nous avons quelques membres qui forment des groupes, environ 20, 25, parfois jusqu'à 30 qui forment des groupes. Et nous avons les réseaux. Et les réseaux sont constitués d'un certain nombre de groupes. Et nous avons le niveau fédération qui est constitué également d'un certain nombre des réseaux. Et là, nous sommes en train de vouloir aller vers des confédérations qui vont regrouper alors les différentes fédérations. On s'était rendu compte qu'au niveau réseau, les femmes arrivaient à mener des activités, non seulement à pouvoir épargner beaucoup plus d'argent et conséquemment mener des activités commerciales beaucoup plus avancées, beaucoup plus conséquentes. Dernièrement, mais pas des moindres, j'aimerais souligner l'utilisation de la technologie qui de plus en plus s'avère être importante et cruciale pour permettre l'inclusion financière des femmes, notamment à la lumière aujourd'hui de l'essor de mobile money. Et donc, comment est-ce qu'on facilite justement l'accès des femmes à des services financiers en venant justement briser des obstacles à l'entrée et qu'on a avec des services traditionnels tels que les services bancaires, etc., dû par exemple à l'éloignement des infrastructures. Nous savons qu'en milieu rural, il y a très peu justement de représentation des microfinances, des banques, etc., avoir accès à ces divers services financiers à partir du téléphone en utilisant par exemple le mobile money, ça va être vraiment un très bon moyen de pouvoir accéder les femmes à des services financiers formels. J'aimerais résumer ces différentes pratiques en parlant de notre cadre programmatique pour l'autonomisation des femmes hackers qu'on appelle Agency Relation and Structure, donc qui se décline justement en 3 étapes, c'est-à-dire que c'est une approche holistique dans laquelle nous considérons l'individu d'abord, donc la personne en soi. Après, dans les relations, c'est l'environnement proche dans lequel la personne, la femme se situe, c'est-à-dire l'aspect ménage. Et au niveau de la structure, c'est vraiment une vue beaucoup plus d'ensemble, au niveau global et qui comprend des éléments tels que les politiques qui sont développées, etc. Voilà, donc au niveau de l'agence, c'est vraiment tout ce qui concerne le renforcement des capacités et des femmes, comme je l'avais cité, toutes les formations, le leadership, prendre confiance en elle-même, etc. Et au niveau des relations, c'est comment est-ce que nous influençons positivement également l'environnement dans lequel les femmes
se situent, c'est-à-dire comment est-ce que nous sensibilisons leurs maris, comment est-ce que nous sensibilisons leurs familles de manière générale, que ce soit les belles familles, que ce soit le mari, le père, etc., la mère, et nous leur faisons comprendre donc les avantages derrière les approches et les projets et programmes que nous menons. Au niveau structure, c'est comment nous faisons, par exemple, le plaidoyer pour influencer les gouvernements, pour influencer, en tout cas, tout ce qui est policy maker, pour avoir des politiques qui soient en faveur donc des femmes, que ce soit sur le plan financier, inclusion financière des femmes, tout comme sur d'autres sujets. Voilà. Donc, de manière, je pense, ramassée. Donc, pour en revenir aux mesures ou politiques qui pourraient être prises, je pense que c'est de pouvoir déjà promouvoir un environnement réglementaire favorable qui encourage les institutions financières à développer des produits qui soient adaptés aux besoins des femmes tout en garantissant quand même une certaine protection des consommateurs. C'est soutenir aussi l'éducation financière à travers des programmes nationaux. Au Niger, je peux citer le programme Village intelligent, où ils ont quand même une très grande composante sur l'éducation financière à travers leur centre numérique. CARE aussi accompagne cet effort à travers des centres digitaux et Arziki, qui ont été développés en lien avec le projet de digitalisation des VSLA. Au niveau de ces centres de CARE, tout comme de l'État, il est fourni des formations sur l'éducation financière, sur l'alphabétisation numérique de manière générale. Il est fourni aussi des services financiers et les centres aussi fonctionnent en réalité comme des points de vente de mobile money, etc. Voilà. Investir également dans les infrastructures technologiques, c'est-à-dire tout ce qui est accès à développer l'accès à l'Internet, pouvoir faciliter l'acquisition des téléphones portables à bas prix, mais aussi favoriser, je dirais, vraiment le partenariat inclusif, partenariat public-privé et qui met ensemble vraiment les différentes parties prenantes de ce grand écosystème qui est celui de l'inclusion financière, notamment des femmes, donc les organisations de société civile, les ONG, les institutions financières, les fintechs, les gouvernements, tous vraiment doivent être assis au niveau de la même table sans oublier les femmes auxquelles sont adressés ces produits pour bien comprendre leurs besoins et pouvoir ainsi sortir vraiment avec des approches et des produits qui répondent à leurs besoins. Merci. Merci beaucoup, chérie Fatou. Alors, nous tendons vers la fin de ces échanges. Chérita, avec vous, je voudrais vous demander si on vous posait la question, pourquoi et comment personnaliser les services financiers pour les femmes? Qu'est-ce que vous pourriez dire en 2 phrases? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. D'accord, ok. Alors, pourquoi je dirais il faut personnaliser les services parce que les femmes entrepreneurs ont un énorme potentiel de contribution à la croissance économique. Elles utilisent, je crois que Pacifique l'a souligné tout à l'heure, ils utilisent les services financiers à bon escient et elles rassurent quant à la bonne gestion de leurs entreprises. Alors, comment... Je crois qu'il faut qu'on arrive à vraiment proposer des services financiers sur mesure, des services adaptés à leur profil et à leurs besoins. Merci beaucoup, Chérita. Et nous allons finir avec Pacifique. Je vous repose la même question, mais sous l'angle des fournisseurs de services financiers.
en termes de recommandations, si on vous disait pourquoi et comment les fournisseurs de services financiers, les institutions de microfinance, par exemple, devraient développer des services personnalisés pour les femmes, qu'est-ce que vous diriez? Alors, pourquoi? C'est parce qu'effectivement, il y a du potentiel énorme sur la cible de la femme. Et comment? Je pense qu'il faut impliquer, il faut juste que le prestataire implique la femme dans le processus d'analyse ou d'élaboration du prototype de crédit. C'est-à-dire, si vous faites un produit dédié aux femmes sans avoir associé les femmes pour que vous puissiez comprendre leurs vrais besoins, alors vous êtes à côté de la plaque. Merci beaucoup et merci encore à tout le monde. Nous avons perdu un de nos panélistes, Virginie, qui a de graves soucis de connexion. Qu'à cela ne tienne, je pense que aux questions comment et pourquoi développer des services personnalisés pour les femmes, nous avons pu obtenir des réponses. Je ne vais pas m'attarder plus que cela. Nous avons beaucoup de questions de notre chère audience. Nous allons commencer par les premières questions. Alors, Rebecca, peut-être on peut commencer par la première question. Alors, nous avons un premier commentaire question. Pour le produit de crédit Rien sans la femme de SMICO, comme l'évoque son directeur général, M. Pacifique Tagano, j'aimerais savoir les types de garanties acceptées dans ce type de crédit et comment ils font face aux problèmes liés à la garantie, car la garantie est parmi les principales raisons d'exclusion financière de la femme au service financier. Je crois qu'on a commencé à avoir un début de réponse à cette question, mais je vous laisse quand même en quelques mots Pacifique revenir là-dessus. Je pense que je l'ai précisé comme élément de blocage et j'ai dit que c'est en voulant servir les femmes qu'on a pu ouvrir ce qu'on appelle des garanties alternatives. C'est par exemple les nantissements des stocks, les gages, le cautionnement ou le système des garants ou même des solidarités. Donc, nous avons diversifié les types de garanties pour effectivement permettre aux femmes d'accéder au financement. Tout ça, c'est en dehors des hypothèques au sens réel. D'accord. En restant toujours avec vous, Pacifique, la personne dit je comprends l'incitatif commercial proposé pour le financement à la femme, mais l'impact sur le modèle d'affaires n'est-il pas négatif et ne met-il pas en péril la rentabilité de l'institution? Sauf si subventionner permet à l'entreprise de rester rentable quand on propose autant d'incitatifs. Bon, il y a deux choses à noter. D'abord, la première des choses qu'on n'est pas subventionné sur ces produits, c'est une décision stratégique que nous avons mis en place. Deuxièmement, ce que techniquement, oui, on n'a pas la même marge qu'on gagnerait sur les hommes, mais on n'est pas du tout déficitaire parce que c'est aussi ça notre boulot, c'est de continuer de les servir aujourd'hui et de continuer à les servir de manière pérenne. Et donc, la question de rentabilité de produits reste très important pour nous. Mais effectivement, oui, lorsque on accepte d'y aller et surtout lorsqu'on n'a pas un partenaire qui vous accompagne dans ce combat-là, mais que vous estimez que c'est important de le faire, alors oui, vous pouvez à un certain moment accepter de toucher un peu sur votre marge normale, juste pour servir cette cible, et avec l'espoir que à partir d'un certain niveau de portefeuille, on sait couvrir toutes les charges. Aujourd'hui, on n'est pas déficitaire sur ces produits, tout simplement parce que tout a été bien pensé au départ, en dépit de tout ce que vous avez vu comme incitatif qu'on a mis en place. Alors, beaucoup de questions pour SMICO. Nous en avons encore une. Comment pouvez-vous garantir que les solutions d'inclusion financière pour les femmes ne se contentent pas de les intégrer dans des systèmes existants, mais plutôt de transformer radicalement ces systèmes pour mieux répondre à leurs besoins spécifiques et favoriser une véritable équité financière? Je pense que si la personne nous a très bien suivis, et il sait comprendre que ce n'est pas qu'on les a intégrés dans l'existant parce qu'on a fait tout un produit et une approche spécifique. Cette approche passe même par de formation de façon systématique. Donc, après, ça reste des modèles qu'on peut continuer à améliorer, mais c'est vraiment un produit spécifique dédié à la femme où la femme a été associée
dans la partie étude de marché jusqu'à ce qu'on teste le premier prototype et nous avons reçu le feedback de la femme dans notre environnement. Donc, c'est vraiment un produit qui va demeurer, mais qui va continuer à s'améliorer. C'est la raison pour laquelle on fait des feedback loops régulièrement pour essayer de regarder le point de non-satisfaction des femmes et essayer de l'améliorer. Ce produit est déjà à sa troisième version d'amélioration et donc ça reste la satisfaction de la clientèle, quoi qu'il en soit, reste une démarche continue. OK. Et une autre encore question pour Smiko. Comment est-ce qu'on pourrait résumer les principaux défis auxquels sont confrontés les fournisseurs de produits et services financiers qui veulent spécifiquement servir les femmes? Alors, le défi d'abord, c'est d'arriver à convaincre son conseil qui a effectivement du potentiel. Et là, je crois que c'est la chose la plus simple. Je vais partager quelques statistiques. On sait voir et toutes les dames qui sont intervenues ont démontré qu'il y a vraiment du potentiel. Donc, il faut d'abord avoir la vision de le faire. Ça, c'est le premier grand challenge parce que très souvent, on veut avoir un partenaire qui va subventionner pour aller sur cette cible. La deuxième des choses, c'est de ne jamais y aller juste pour faire du buzz ou juste pour suivre la mode. Il faut le faire parce qu'on estime que dans sa région, il y a effectivement du potentiel qui puisse permettre à ce que l'institution puisse servir cette cible spécifique tout en restant rentable. Et la troisième des choses, c'est la sensibilité à la question. Je vis, il y a par exemple des agences où un conseiller business s'est dit qu'il n'est pas très à l'aise de discuter avec des femmes pour les business parce que les femmes, parfois, elles n'arrivent pas à répondre des choses comme ça. C'est des appréhensions, en fait. Ça fait que même nous, en tant qu'hommes qui devons vendre, parfois, le challenge est à notre niveau d'accepter ces changements-là, d'écouter et de suivre. Donc, ça, c'est des plus grands challenges. Mais après, les challenges ne sont pas aussi nombreux que ce qu'on fait déjà sous les hommes, mais la question, c'est comment mettre la femme au centre de la solution que vous voulez mettre sur pied. À partir du moment où vous trouvez le vrai besoin de votre zone et votre volonté stratégique et opérationnelle d'y aller, alors vous pouvez déjà commencer. Et chacun doit faire quelque chose pour qu'à la fin, nous puissions nous retrouver tous en train de soutenir les femmes à l'inclusion financière. Nous, déjà, en tant qu'ESMICO, nous faisons notre part et nous encourageons les autres à y aller aussi parce que les femmes sont là et sont entreprenantes. Merci, Pacifique. Alors, une question pour Kerr. Quelle est la place de la technologie et de l'innovation dans le développement des services financiers pour les femmes en Afrique? Ok. Merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, la technologie occupe une place très importante, notamment à la lumière des normes sociales auxquelles font face les femmes. J'avais parlé de la mobilité. Beaucoup de femmes ont encore du mal à disposer de leur mobilité comme elles le voudraient et elles sont limitées à rester vraiment dans leur environnement de proximité et ce qui constitue une première difficulté par rapport à l'accès des services financiers quand on sait qu'il n'y a pas tellement de représentation d'institutions financières à proximité, notamment dans les zones rurales. Donc, à utiliser, par exemple, des services financiers digitaux à travers le mobile leur permettrait, les téléphones portables leur permettraient d'avoir accès à ces services financiers. Aussi, par rapport au financement, il y a beaucoup aujourd'hui de plateformes de financement participatif dont elles pourraient bénéficier. Il y a beaucoup de plateformes de vente en ligne, etc. Donc, c'est tant de services aujourd'hui qui sont offerts dans le domaine financier à travers la technologie qui sont rendus accessibles aux femmes à travers l'innovation technologique et digitale. OK. Est-ce que Virginie est là? Non, toujours pas. Mais Oh, je c'est une suis là. question. OK, d'accord. C'est une question pour vous. Quelles seront les priorités à adresser ou quelles seraient les priorités adressées en matière d'assurance, hein,
pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, principalement en matière d'assurance? Euh, de but en blanc comme ça, la première chose qui me vient en tête, c'est une assurance dont les femmes n'aiment pas souvent parler. Bah, c'est tout simplement l'assurance prévoyance en cas de décès. Parce que l'assurance en cas de décès, c'est une assurance très protectrice. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'assurance, c'est le seul produit financier qui ne rentre pas dans le jugement d'hérédité. Donc, on peut désigner en fait un bénéficiaire comme on le souhaite. Il n'y a pas de succession, il n'y a pas de tribunal. Si, par exemple, on n'est plus là et que, on décide de donner 10 millions à ses enfants, bah, c'est donné à ses enfants sans discussion, en fait. Il suffit d'en informer l'existence à quelqu'un. Certes, en Afrique, ça revient toujours à la question de oui, oulala, on parle de mort, mais finalement, on est dans un environnement très risqué. Et aujourd'hui, comme j'aime souvent dire aux femmes, tant que vous êtes là, vous pouvez tout faire pour vos enfants, emprunter, travailler dur, mais imaginez un seul instant si vous n'étiez plus là, est-ce que vous voudriez que vos enfants se retrouvent dans des orphelinats ou alors se retrouvent à recommencer totalement à zéro financièrement? Donc, pour moi, c'est d'abord la première chose que je pense tout le monde devrait avoir. En Occident, c'est le cas. Les banques, très souvent, elles en mettent un peu partout. Elles permettent dans des prélèvements mensuels. Elles permettent que ça devienne une bonne habitude parce que si on parle des tarifs d'assurance vie, vous pouvez avoir, en général, la prime annuelle est 1 centième du capital. C'est-à-dire que pour 10 millions, vous pouvez payer 100 000 francs. Pour 1 million, vous pouvez payer 10 000 francs. Donc, c'est accessible vraiment à tout le monde. Et finalement, je pense que tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants. Si on sait au moins que, bon, vraiment, si je ne suis pas là, ils ne vont pas tomber dans les mains de la belle-mère, de vraiment de. OK, nous l'avons encore perdu, j'ai l'impression. D'accord. Merci pour ces précisions, Virginie, hein. Nous allons la retrouver tout à l'heure, je l'espère. Alors, une question pour Smiko, donc Pacifique. Est-ce que le taux élevé de recouvrement sur le crédit rien à la femme vient de l'éducation financière dont elles bénéficient, de leur caractère ou sont-elles dans les affaires florissantes? Euh, Je je, suppose je, que je, c'est le taux peu élevé, je hein. peux confirmer, sans risque de me tromper, que la partie éducation financière joue beaucoup parce que lorsqu'on regarde ces modules-là, même nous-mêmes qui pensons parfois connaître le finance, on se remet en cause. Donc, je pense que ça joue beaucoup. L'accompagnement des incubateurs également joue beaucoup parce que ça permet déjà à la femme elle-même d'être à mesure de structurer son entreprise, ce qui fait que lorsqu'elle arrive vers nous maintenant en tant que financier, on est plus à l'aise de parler le même langage et de se comprendre tout de suite et de financer. Je vis de femmes qu'on n'arrivait pas à financer tout simplement parce que leur bilan n'était pas bien structuré et donc on n'arrivait pas à dégager vraiment une capacité qui puisse nous permettre de le financer. Oui, ça joue. Après, notre méthodologie d'accompagnement également, après déboursement des prêts, joue également un rôle important. Mais l'éducation à la base, c'est vraiment la fondation pour mieux réussir. D'accord. Merci beaucoup, chers panélistes. Merci, chère audience, aussi pour toutes les questions, tous les commentaires. Il y en avait beaucoup dans le chat et nous ne pourrons pas tous les relire ici. Donc, aux questions, comment personnaliser les services financiers pour les femmes? Pourquoi d'ailleurs, en commençant par le pourquoi, pardon, pourquoi personnaliser les services financiers pour les femmes? Il est important de comprendre que la femme est au centre de la vie de la société. La femme se préoccupe plus des enfants, la femme a plus d'impact sur le plan socio-économique, mais aussi en termes de crédit, comme l'a relevé Pacifique tout à l'heure, la femme est plus prudente dans la prise de risque. Donc, il faut encourager l'entrepreneuriat féminin. Encourager l'entrepreneuriat féminin, c'est aussi favoriser l'autonomisation des femmes. Et comment? Plusieurs programmes ont été présentés. Et maintenant, nous pouvons retenir qu'il faut développer
des services centrés sur la femme, sur ses besoins, sur ses réalités, mais aussi développer des partenariats qui vont faciliter l'accès à ces femmes-là aux services financiers, mais aussi non financiers. On a beaucoup parlé de formation en éducation financière, en leadership, en gestion financière, en gestion d'entreprise. Toutes ces formations sont importantes pour faire en sorte que la femme puisse avoir accès aux services financiers qui lui sont propres, mais aussi qu'elle puisse bien les utiliser et que ces services puissent lui permettre de se développer et de progresser. Merci une fois de plus à tout le monde. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Vous avez dans le chat un lien pour vos commentaires par rapport à un questionnaire, pour vos commentaires par rapport à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à contacter nos panélistes. Vous avez leur contact dans le chat aussi. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain débat, un prochain échange, une prochaine discussion sur d'autres thématiques toujours plus intéressantes. Au revoir et bonne fin de journée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.